de l'actualité, session 2024 du CNT, le top départ a été donné ce matin. Plusieurs projets de loi intéressant la vie de la nation seront sur table. La délégation malienne au Rwanda a visité le mémorial du génocide de Kigali. Vous le savez certainement, la délégation malienne conduite par le ministre d'État a pris part à la cérémonie de commémoration du 30e anniversaire du génocide Tutsi, une occasion pour le colonel Abdoulaye Maïga de rendre hommage au peuple rwandais. L'ambiance de la fête, on en parle dans ce 20h déjà. Les bœufs ont été abattus partout à Bamako. Généralement, des tontines sont organisées pour permettre à plusieurs personnes d'avoir de la viande. Nous irons également du côté des ateliers pour voir le casse-tête des couturiers à l'approche de cette fête. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Tout d'abord, et en image, traditionnelle montée des couleurs à Koulouba en ce mois béni de Ramadan, placé sous le signe de l'unité nationale et de l'engagement patriotique pour un Mali debout. C'était en présence du chef de l'État et l'ensemble de ses collaborateurs. À noter que la montée des couleurs qui ait lieu le premier lundi de chaque mois, excepté ce mois d'avril, où le premier lundi a coïncidé au Pâques, ce 34e acte de la montée des couleurs, soit 2 ans et 10 mois que le chef suprême des armées, colonel Assimi Goïta, préside à cet instant de confirmation et de souveraineté de l'État et de renforcement de la citoyenneté. L'hymne national du Mali qui retentit sous le rythme de la montée des couleurs depuis le sommet de l'État à partir de 7h30 exprime l'engagement des autorités de la transition à inculquer aux citoyens le sens élevé du patriotisme afin qu'elle soit la boussole pour chaque citoyen. L'autre aspect non moins important de cette traditionnelle montée des couleurs est la cohésion et la discipline entre les travailleurs. Voilà ce matin la montée des couleurs à Koulouba, présidée par le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Traditionnelle montée des couleurs ce matin à Koulouba, présidée par le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Même exercice du côté de la primature. Le Premier ministre, de son côté, a présidé la montée des couleurs. Il était entouré pour la circonstance des membres du cabinet et l'ensemble des travailleurs de la primature pour renforcer le patriotisme et le civisme. Montée des couleurs ce matin à la primature également, présidée par le Premier ministre, Dr Shogel Kokala Maïga. Voilà, il est entouré de ses collègues. La communauté musulmane s'apprête à célébrer la fête de Ramadan. À cette occasion, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes exhorte les musulmans à rester unis, à faire des bénédictions pour un Mali en paix. Nous l'écoutons au micro de Batraoré. La CPM est un parti politique qui a vu le jour le 9 octobre 2021 suite à certaines déclarations contre notre pays. Depuis, le mouvement a fait son chemin et a été à la base de l'organisation de plusieurs rassemblements en soutien aux autorités de la transition. La CPM est un mouvement qui se reconnaît entièrement dans l'esprit M5-RFP et qui travaille à rassembler le maximum de Maliens autour d'une union patriotique, d'une force de changement, qui se sont mobilisés du 5 juin au 18 août 2020. La CPM, à travers ses différents responsables et militants, sans tambour ni trompette, a ainsi coordonné, modéré et organisé toutes les sorties populaires de soutien à la transition. Se reconnaissant dans les actions et postures du chef du gouvernement, la CPM prône un certain nombre d'actions contenues dans un document remis pour la circonstance au Premier ministre. En réponse à votre appel récurrent avec le président de la transition, chef de l'État, son Excellence, colonel Assimi Goïta, à l'union sacrée des Maliens pour reconstruire la paix, la CPM n'attend que votre mot d'ordre pour la mise en place et la structuration nationale et internationale des forces du changement pour la refondation.
Le galvanisateur de la jeunesse et de notre armée nationale a été vivement salué pour son œuvre à la tête du gouvernement. Celui-ci a, à son tour, rendu hommage à la CPM et réitéré la volonté du gouvernement de composer avec cette force pour relever les différents défis. Mais je voudrais vous expliquer aux Maliens que la transition a des objectifs. La transition a une méthode de travail. La transition a des problèmes qui résout par étapes. Quand vous abordez une question, il y a d'abord la conception de la solution. Ensuite, la mise en œuvre de la solution. Et la pérennisation des résultats que vous avez obtenus. Le Mali est exactement dans cette phase. La conception au début, c'est le recouvrement de la souveraineté du Mali. Si vous vous rappelez, dès le début de la transition, lorsque le gouvernement, sous l'impulsion du président de la transition, a décidé de faire les assises nationales de la refondation, c'était pour écouter tous les Maliens. Mais la réalité, ce rêve est devenu réalité grâce au soutien des Maliens. Mais il fallait d'abord des gens déterminés qui croient en quelque chose. Et nous avons eu la chance d'avoir un président et son équipe qui croient en l'avenir. Et à partir de là, la conception même du processus de recouvrement de la souveraineté a changé. Mais depuis ce temps, il y avait des divergences. Ceux qui demandent de tenir les élections tout de suite, c'était les mêmes majoritairement qui disaient qu'il ne faut pas faire les assises, qu'il faut aller aux élections. Donc on était divisé en deux groupes. Ceux qui disaient qu'avant d'aller aux élections, recouvrons l'intégrité de notre pays, la souveraineté du pays, et ceux qui disaient qu'il faut aller aux élections. Mais il y a d'autres qui ont dit on éteint le feu d'abord. C'est ce groupe-là, les groupes du changement. Vous êtes des soutiens engagés qui sont prêts à se jeter dans le feu pour résoudre les problèmes. Parce qu'il faut la détermination des hommes pour régler les problèmes. Malgré les difficultés liées au mois de Ramadan, la CPM a réussi le défi de la mobilisation des militants en faveur de la cause du Mali. Voilà, vous l'avez certainement corrigé chez vous. C'était plutôt une rencontre du Premier ministre avec les membres de la Convention pour le Mali, un parti créé en 2022 pour contribuer au combat pour la souveraineté du Mali. La CPM exprime son soutien indéfectible à la transition. C'est un reportage de Alousseni Touré. Nous vous l'annoncions dans le sommaire, ouverture ce lundi de la session ordinaire d'avril 2024 du CNT. Cet exercice s'étend sur 3 mois et permettra aux membres du Conseil national de la transition d'examiner plusieurs projets de loi intéressant la vie de la nation. Une cérémonie qui a enregistré la présence du Premier ministre, les membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités. Plus de détails avec Al-Jumatina. Moment de retrouvailles entre les membres du Conseil national de transition à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire d'avril 2024. Cet exercice constitutionnel qui s'étend sur 90 jours permettra aux membres du CNT de se pencher sur des projets de textes intéressant la vie de la nation. Sur le tableau de saisine, nous avons déjà enregistré une vingtaine de projets et de propositions de loi, parmi lesquels les projets de code pénal et de code de procédure pénale, les projets de loi relatifs au financement des projets de renforcement du réseau électrique et d'extension de l'accès à l'électricité au Mali, les projets de loi relatifs à la création de l'Institut national de statistique et de la Direction générale des domaines et du cadastre. Cette rentrée marque la reprise des activités de l'institution chargée de contrôler l'action gouvernementale, qui a d'ailleurs été très active pendant la période d'intercession, surtout sur le plan de la diplomatie parlementaire. Cette intercession a été marquée par d'intenses activités, parmi lesquelles le déplacement d'une grande délégation du Conseil national de transition en République sœur et amie du Burkina Faso. Une délégation de haut niveau du Conseil national de transition a également participé à Téhéran, en Iran, à une réunion extraordinaire du comité permanent de la Palestine de l'UPCI. Dans le cadre de la formation et de l'appropriation de certains instruments juridiques, en vue de faire face à leur mission législative,
Les membres du Conseil national de transition ont participé à des séminaires et ateliers. Le président de l'organe législatif, au regard de l'actualité, dans son discours d'ouverture, a fait un clin d'œil à certains pays amis du Mali avant d'attirer l'attention du chef du gouvernement sur le contrôle et le suivi-évaluation de la feuille de route de la transition. J'en profite pour féliciter le président Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, grand ami du Mali, pour sa brillante et éclatante victoire lors de l'élection présidentielle qui vient de se tenir en Russie. C'est le lieu de condamner fortement et fermement cette attaque barbare et ignoble qui a visé des populations civiles russes. Aussi, nous saluons la victoire du président Bassirou Diomaye Faye à l'élection présidentielle qui vient de se dérouler au Sénégal. La victoire du président Bassirou Diomaye Faye sonne comme un appel de la jeunesse à la classe politique africaine. C'est le lieu et l'occasion de saluer le vaillant peuple sénégalais pour sa maturité et l'organisation réussie de l'élection présidentielle. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en application de l'article 15 de la Charte de la transition, je voudrais vous demander de bien vouloir envisager les dispositions utiles afin que cet exercice ait lieu. La conférence des présidents en fixera la date qui vous sera communiquée. Ce contrôle parlementaire, Monsieur le Premier ministre, vous permettra certainement de faire le point de l'exécution du plan d'action du gouvernement. L'occasion sera également mise à profit et par les membres du Conseil national de transition et par nos compatriotes pour mieux s'informer sur les réalisations et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement auquel nous avons donné notre approbation. Actualité oblige, le dialogue intermalien qui s'apprête à s'ouvrir a été fortement apprécié par le président du CNT, qui a également évoqué avec satisfaction d'autres efforts du gouvernement, notamment la remise des rapports des États généraux de l'éducation au président de la transition, la tenue du symposium sur le football malien, la restauration de l'État, le renouveau de la diplomatie malienne, sans oublier l'évolution de la situation sécuritaire du pays. Le Conseil national de transition suit au quotidien l'évolution de la situation sécuritaire. Nos femmes, nos braves femmes, avec professionnalisme et détermination, dans le strict respect du droit international humanitaire, sont en train de traquer et de mettre hors d'état de nuire la nébuleuse terroriste. Grâce aux femmes, nos populations vivent en paix sur l'ensemble du territoire national, malgré quelques soubresauts de terroristes et d'apatrides terrorisés et vaincus. Gloire aux femmes. Le pays est résolument engagé à prendre un nouveau chemin. Il est ainsi nécessaire pour le peuple malien de faire l'union sacrée autour de l'essentiel. Nous devons éviter les combats corporatistes, les luttes sources de division. Nous devons penser à l'unité nationale, aux intérêts collectifs. Nous devons rester soudés, debout comme un seul homme, sans parti ni calcul. La seule lutte qui vaut la peine d'être menée est celle qui nous unit. Nous devons nous départir de nos égos. La nation est au-dessus de tout. Elle est l'essence, le reste n'est que contingence, puérile, futile et artificielle. Il urge que les discours publics soient mesurés et propices au débat dans un climat dépassionné. Que les échanges soient constructifs. Le Mali croit que nous voulons bâtir. Nous le voulons souverain et respecté à travers le monde. Sur ce, je voudrais souhaiter aux membres et au personnel du Conseil national de transition une bonne rentrée parlementaire et une très bonne fête de l'Eid el-Fitr par anticipation. Aux Maliennes et aux Maliens, ainsi qu'à l'ensemble de la Oumma islamique. Avec cette ouverture de la session ordinaire d'avril 2024, en plus de l'examen et l'adoption du projet de loi, les membres du CNT aborderont aussi le débat autour de la problématique de mobilisation des ressources en vue de faire face aux dépenses futures du pays.
titre de ce journal, la délégation malienne qui était au Rwanda pour la commémoration du 30e anniversaire du génocide Tutsi a également visité le mémorial du génocide de Kigali, un véritable lieu de mémoire qui abrite le reste de plus de 250 000 personnes. Le chef de la délégation, le ministre d'État, colonel Abdoulaye Maïga, a rendu un hommage au peuple rwandais pour son courage et son engagement devant tant de souvenirs douloureux. Envoyés spéciaux à Kigali, Nyanyalo Traoré et Aboubakar Traoré. Une bonne quarantaine de minutes pour visiter ce musée du souvenir. Ici reposent les pires moments vécus par les Rwandais depuis le temps des colons jusqu'au génocide de 1994. Étape par étape, l'histoire nous révèle les manipulations de grands empires extérieurs pour mettre à dos les populations du Rwanda composées par 3 principales classes, les Tutsis, les Hutus et les Twa. À ce stade de la visite, notre guide du jour raconte le début du massacre à la suite de la mort du président Juvenal Habyarimana. Les massacres ont commencé ici dans la ville de Kigali, mais plus tard dans les autres régions du pays. On a commencé à massacrer des Tutsis, mais il y avait aussi beaucoup de Hutus, certains Hutus qui étaient assassinés parce qu'ils étaient dans l'opposition. Ils étaient appelés les Hutus modérés. Voici l'exemple que vous voyez, la dame, elle était première ministre. Normalement, c'était elle qui était censée remplacer le président, mais comme c'était une Hutu à l'opposition, elle a été massacrée avec son mari. Il faut savoir aussi que les femmes Hutus et les enfants Hutus étaient aussi appelés à participer au massacre. Nous avons ici au Rwanda le cas des femmes qui sont devenues des génocidaires et des enfants aussi. Ils ont été entraînés à assassiner leurs amis, leurs camarades de classe. Et puis, nous avons aussi le cas des couples mixtes, puisque le mariage était interdit. Donc, ces couples mixtes qui étaient mariés, si l'homme était Hutu, donc cet homme-là a commencé à attaquer sa femme et les enfants. Pareil aussi pour la femme Hutu qui avait épousé l'homme Tutsi. Cette femme-là avait été forcée à assassiner son mari. C'est le 14 juillet 1994 qui marque la fin du génocide avec l'entrée des troupes du FPR à Kigali, la capitale. Le gouvernement d'unité nationale mis en place s'est engagé à rendre la justice et punir les auteurs, assurer la sécurité et encourager les populations à vivre pacifiquement ensemble. Très attentive à ces propos, la délégation malienne sort bien informée de cette période sombre de l'histoire rwandaise. C'est un honneur de rencontrer aujourd'hui la délégation malienne qui a visité le mémorial du génocide de Kigali. Et j'ai pu quand même échanger un peu avec le ministre et qui m'a informé de la situation au Mali. Et nous traversons quand même les situations qui sont similaires ici en Afrique. Et nous devons quand même travailler ensemble, mettre tous les efforts ensemble pour bâtir notre continent ensemble. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga, a pour l'occasion écrit dans le cahier des mémoires aux victimes du génocide contre les Tutsis. Le génocide contre les Tutsis confirme une fois de plus que la bêtise humaine n'a pas de limite. La commémoration des 30 ans de cet événement tragique est un exercice pédagogique qui doit servir aux générations actuelles et futures afin qu'un tel événement traumatisant ne se reproduise plus. Bravo aux autorités et au peuple rwandais qui ont su et pu transformer cette douleur en une opportunité pour reconstruire leur pays sur des bases saines. C'est une source d'inspiration pour le Mali qui sort d'une crise multidimensionnelle. Une halte à la chancellerie située dans le quartier résidentiel de Kimi-Urura a permis d'échanger avec l'ambassadeur Djagina Di Yaya Doukouré. Le diplomate a fait savoir au ministre la présence d'une centaine de Maliens sur le sol rwandais, en majorité des opérateurs économiques évoluant dans le domaine des pierres précieuses. Il a rassuré les visiteurs de la bonne entente entre nos compatriotes et les populations locales. L'ambassadeur Doukouré a par ailleurs mentionné la tenue prochaine des rencontres sur le dialogue intermalien.
Et justement, le président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale était face ce matin aux notabilités, légitimités traditionnelles, les confessions religieuses et autres. Il boucle ainsi sa série de rencontres avec les institutions, les organisations, syndicats, partis politiques, les préparatifs du dialogue intermalien qui commence ce samedi 13 avril dans les différentes communes du pays étaient au menu des échanges. Il invite ses interlocuteurs à tout mettre en œuvre pour la réussite de cet événement combien important pour le Mali. Reportage à Mamari Kone. La rencontre avec les légitimités traditionnelles et les confessions religieuses, les Nyamakala, les chasseurs et autres boucle la série de rencontres d'information initiées par le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Pendant plus de 3 heures d'horloge et avec plus d'une vingtaine d'intervenants, le comité de pilotage du dialogue intermalien a largement insisté sur le bien fondé de cette initiative présidentielle vivement appréciée par l'assistance avant de solliciter l'implication des interlocuteurs du jour. On ne peut pas bâtir un État sans savoir d'où on vient, où on va. Et le socle de notre société est représenté par vous. Les fondements de notre société, la quiétude de notre société, les valeurs de notre société, c'est vous qui les représentez. C'est pourquoi nous avons tenu à vous rencontrer et à échanger avec vous pour avoir vos conseils, vos suggestions, vos observations et comment faire pour que les Maliens se parlent, pour que les Maliens se retrouvent, pour que les Maliens construisent leur pays, pour que les Maliens taisent les égos, taisent les conflits. Et on ne peut le faire sans vous. Pour vous demander de nous aider à vous aider à construire notre pays. De sa création à ce jour, le comité de pilotage a mené plusieurs activités, notamment l'élaboration des termes de référence, le lancement d'une plateforme digitale, l'élaboration d'un plan de communication, ainsi qu'une série de rencontres d'information avec les institutions et les organisations de la société civile. Le président du comité de pilotage a demandé aux interlocuteurs du jour de convaincre les partis politiques, syndicats et autres qui hésitent encore à rejoindre le bateau du dialogue. Nous sommes mis au travail pour pouvoir bien faire, pour au moins que la majeure partie de tous les Maliens soient représentés au sein de ce conseil, au sein de ces dialogues intermaliens. Cette initiative est une très bonne chose. Le fait même de pouvoir mettre en mission aussi bien les Nyamakala, aussi bien les confessions religieuses, pour aller voir encore cette frange de la population, cette partie des Maliens qui n'a pas encore pris le train avec nous. Moi, je crois que c'est également une très bonne chose. En attendant, le président du comité de pilotage du dialogue intermalien a invité les Nyamakala du Mali à parler d'une même voix en signe d'union pour le retour de la paix au Mali. À noter que le dialogue intermalien commence avec la phase communale le samedi 13 avril prochain. Et à Tessalit, le gouverneur de la région de Kidal a visité les infrastructures éducatives et sanitaires. Il a également remis des véhicules aux FAMA pour renforcer leur opérationnalisation. Sidi El-Medi Ag Al-Baka. Le gouverneur de la région de Kidal, à la tête d'une forte délégation, a effectué une visite à Tessalit pour s'enquérir de l'état des services opérationnels dans cette ville et évaluer les besoins pour la relance des activités socio-éducatives. Première étape de la visite, les écoles au nombre de 4 fermées et saccagées et malheureusement elles brillent par le manque des enseignants. Le coût des écoles, il y a beaucoup à faire. C'est comme d'habitude, partout dans la région, tout est un peu cassé, il n'y a pas pratiquement, même les enseignants ne sont pas là, l'école est complètement sabotée. Mais vraiment vu des gens qui ont bien travaillé, surtout les militaires qui ont beaucoup participé à aider la population, une bonne entente, une bonne complicité entre l'armée et la population. Au centre de santé communautaire, le même constat, l'infrastructure n'est pas opérationnelle. Cependant, la prise en charge sanitaire des populations a été facilitée par les FAMA. Les consultations, les interventions et les traitements sont offerts gracieusement par les forces de défense et de sécurité. Ici, dans le domaine de la santé, avec
La population ici, depuis qu'on est arrivé ici, on a apporté assistance médicale à la population de Tessalit et ses environs, comme chaque jour avec des cas de maladies comme les padis, les morsures de scorpions. Au cours de sa visite à Tessalit, le général de division Al-Haj Gamou a remis au nom des autorités nationales les clés des véhicules de la police et de la gendarmerie déployés depuis la prise de cette ville par les FAMA. Et dans le cadre de la police de proximité, les FAMA impliquent les communautés dans la résolution des problèmes locaux, une démarche appréciée à Tessalit. Il est lieu pour moi de féliciter et la gendarmerie mis en œuvre pour mettre en place la réconciliation, mettre la confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Les rapprochements et les partenariats entre les populations et les forces de défense et de sécurité est un principe phare de la police de proximité. Nous sommes là de préparer les retours des déplacés qui sont au niveau des frontières. Et en vue de les permettre de rentrer et venir s'installer dans leur localité d'origine. Cette visite a suscité un grand engouement, d'où la forte mobilisation des acteurs politiques, les légitimités chefferies traditionnelles, les organisations de la société civile de Tessalit qui n'aspirent qu'à la paix dans un Mali uni et stable. Le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de brigade Kiba Sankaré, a effectué une visite au campement numéro 2 des élèves de la 2e année de l'école militaire interarmes qui se tient à Kati. Une occasion pour lui de faire une évaluation des programmes des élèves officiers. Commentaire, Bokari Koulibaly avec le concours de la DIRPA. Le chef d'état-major général adjoint des armées sur le site du bivouac numéro 2 de la 2e année de l'EMIA. Objectif, constater l'évolution de l'exécution des programmes du second bivouac des élèves officiers et du coup leur prodiguer des conseils en vue de faire d'eux des futurs chefs d'équipe à la hauteur des attentes. C'est évaluer encore une fois la qualité de l'enseignement au niveau de dans nos structures d'école. Et aujourd'hui nous sommes là pour le second bivouac de l'EMIA consacré à la fonction des chefs de section. Donc aujourd'hui nous sommes là, les armes qui appuient les chefs de section pour qu'ils arrivent à maîtriser ça avant le mois de juin où il y aura l'exercice combiné. Donc c'est là où aujourd'hui nous sommes là pour les tirs de grenades, les tirs des 4-5, des 12-7 et puis des armes, d'autres armes collectives existantes au niveau de l'école. Ce que nous avons vu encore une fois est réconfortant et surtout remercier le commandement des écoles militaires, l'ensemble du commandement de l'EMIA et surtout les élèves eux-mêmes. Parce que nous avons vu qu'ils ont l'amour d'aller de l'avant et nul n'apprend sans effort, nul n'apprend s'il en a le désir. Aujourd'hui, c'est des impacts, on le voit avec les élèves. Cette visite du chef d'état-major général adjoint des armées, qui n'est d'ailleurs pas la première, réconforte les responsables de l'EMIA et les élèves officiers. Et cette visite nous réconforte dans nos efforts, nous encourage à œuvrer plus dans nos activités et cela donne un éclat particulier à ce bivouac. Remercier encore une fois la direction des écoles et le commandement pour le soutien qu'ils apportent à l'école militaire interarmes afin que nous puissions atteindre nos objectifs. Et dernier mot, ce sera à l'endroit des élèves officiers actifs pour les encourager à continuer, à poursuivre leurs efforts pour réussir à la fin de l'année. Le chef d'état-major général adjoint des armées est venu nous rendre visite. Ce n'est pas une première fois. On a apprécié, on lui remercie. Et nous dirons au haut commandement que nous, élèves officiers d'actifs de la 2e année, nous sommes prêts pour être déployés sur le terrain et défendre l'intégrité territoriale du Mali. Une visite des différents postes de sécurité mis en place par les élèves, suivie d'une séance de tir de la première compagnie et le tout couronné par un repas de corps, ont meublé cette visite du général Keba Sangaré sur le site du bivouac numéro 2 de la 2e année de l'EMIA.
Et nous vous livrons le contenu de ce communiqué. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale de la poursuite des opérations de ratissage dans le secteur de Koro et environ. Le groupe de FAMA de Sévaré a intercepté un tricycle contenant des barriques d'essence et des vivres destinés aux terroristes. Un second groupe de FAMA qui a quitté Douanza a neutralisé plusieurs terroristes et récupéré un important lot de matériel de guerre et détruit complètement une de leurs bases. L'état-major général des armées rassure les populations que les opérations de ratissage vont se poursuivre. Pour cette dernière activité, dans le cadre de Sungalo Solidarité, le ministre de la Santé et du Développement social a procédé à la remise de bœufs aux déplacés. Ce geste permettra aux bénéficiaires de bien fêter l'Aïd el-Fitr. Le point avec Abdelkarim Kaba. 50 bœufs pour les déplacés de Ségou, Mopti, Menaka, Gao, Badiangara, Kidal et du district de Bamako. C'est le don offert par le ministre en charge de la Santé et du Développement social. En se prêtant à cet exercice, les deux départements achèvent ainsi ses activités dans le cadre de l'opération Sungalo Solidarité. En effet, cette remise de bœufs intervient après le dépistage gratuit dans les 6 communes du district de Bamako, la distribution de vivres et la rupture collective de jeunes avec les personnes déplacées. Les plus hautes autorités du pays ont en cœur toutes les populations, surtout les plus vulnérables. Et c'est l'occasion pour eux de faire cette donation pour que le jour de la fête, tout le monde puisse manger de la viande. Puisse le Mali prospérer dans la paix, dans la solidarité, et que la solidarité continue toujours, même au-delà de l'opération Solidarité Ramadan. Oui, soulager ces personnes en ces temps de jeûne et de fêtes est plus que salutaire. C'est pourquoi les autorités communales, coutumières et les bénéficiaires ont tous salué l'initiative du gouvernement qui vient amoindrir les dépenses. La joie se fait sentir sur les visages en recevant le bœuf. Et en ce moment, des bénédictions et des prières ont été faites pour la paix, la stabilité et l'entente au pays. Bientôt la fin du mois de Ramadan et pour la célébration de l'Aïd el-Fitr, beaucoup de personnes se sont données déjà à abattre leurs bœufs. La plupart des groupements et services font en général des tontines permettant à chacun d'apporter de la viande à la maison. Awa Adama Koulibaly et Sidi Modibo Keïta ont sillonné quelques lieux d'abattage à Bamako, suivant le reportage. Le sang coule abondamment dans la capitale malienne, mais celui des bovins. En ce jour de doute, des centaines de bœufs se sont pliés à la volonté des couteaux bien aiguisés des chefs de famille. La fête d'Aïd el-Fitr a eu raison d'eux. La tontine est la forme la plus répandue pour s'offrir un tas de viande. Yamé san san an b'a kɛ tantɔ pourvu que an kana bila taa ni ka segin na k'a fɔ dugukila fɛ k'a fɔ ko kalo yɛrɛ mɔgɔ a bɛ mɔgɔw déranger. Chaque année on cotise pour l'achat des animaux. Je m'étais inscrit pour 2 tas et j'ai récupéré les 2 tas. Grouper, c'est la familiarité, ça crée une atmosphère de vraie vie de famille, de solidarité, d'entraide. Chaque groupe ou service a sa manière de collecter les fonds. Bon, n'an bɛ misi faga an bɛ cotisation de kɛ i b'a sɔrɔ sisan mɔgɔ 5 mɔgɔ 10 dama dama olu bɛ fara ɲɔgɔn kan kalo kalo a bɛ komi sisan ni sisan sunkalo kɛra ni sunkalo tɛmɛna sisan kalo fɔlɔ min bɛ d'a kan an bɛ wari fara ɲɔgɔn kan dɔw ta ye 5000 dɔw ta ye 500 dɔw ta ye 800 donc ni sunkalo wɛrɛ sera an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o wari kelen de ta ka taa misiw san ka n'a faga. An cotisation fɔlɔ la 1000 francs tun don mais cette année a kɛra 1500 ye. Parce que ko bagan ka gɛlɛn donc san o san an ka administration le bɛ dɔ fara wari kan pour que k'a compléter. Abattre ou sacrifier des animaux, un rituel religieux qui n'échappe pas aux règles sanitaires. Dès les premières heures de la journée, des équipes vétérinaires sont déployées sur les lieux d'abattage. Il y va de la santé des populations. Sachant qu'il y a 80% des maladies qui sont des zoonoses, c'est-à-dire c'est des maladies qui viennent des animaux. On ouvre les ganglions, s'il n'y a pas de réaction, il peut y avoir des réactions où on retrouve la pus. Au niveau du foie, il peut y avoir des douves, des parasites. Au niveau du trésor, ils ont abattu, ils ont eu ces cas de réaction, ils ne peuvent pas expliquer, ils ont été inquiets. On a réinspecté, on a vu que c'est un cas de traumatisme.
C'est-à-dire l'animal là a dû faire des chocs. On les a conseillé de retirer le poumon et la rate qui était un peu congestionnée. Donc on leur a dit de manger, il n'y a pas de risque. Viande sous la main, une idée du menu. Il faut à présent faire un tour au marché de condiments où clients et vendeurs ont des avis mitigés sur le coût des marchandises. Karoti ka gɛlɛn sisan dɛ kuna sini yɛrɛ kɔrɔ minɛn tun ka nɔgɔ an ye karoti feere 140 150 nka kunu karoti balila ka yɛlɛ kunu sɔgɔma an y'a feere 200 ɔ kunu minɛn banna an ye minɛn ta kunu wulada fɛ o sɔrɔla gɛlɛya la an y'a feere bi 250. Peu égorgé, marché dévalisé, plus de retour en arrière possible. Au cas où la lune n'éclaire pas aussitôt les toits, voici des astuces pour conserver les kilos de viande prévus pour la fête. Ni sinima kɛ fête ni sogo in bɛ mara cogo min na an b'a kɔrɔ gɛrɛ ou bien an b'a jiran kelen kelen komi i bɛ jɛgɛ jiran cogo min n'i y'a jiran ten k'a kɛ ɲintin kɔnɔ i b'a sigi fɛn dɔ sanfɛ k'a bila tile la foyi t'a sɔrɔ hali n'i y'a kɔrɔ gɛrɛ kɔrɔgɛrɛlen o ka ca Ala fɛ n'i ma se o kɛcogo la o bɛ tiɲɛ joona mais ni denmisɛnninma yɔrɔ don olu de kɔni bɛ b'a ɲimina parce que o bɛ to ka taa kelen kelen a kelen kelen ta k'a ɲimi. Et oui, ça c'est le travail des enfants en images. En marge de la 68e session de la Commission sur la condition de la femme, la ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a invité la communauté malienne de New York à une rupture de jeûne. Cette initiative, très appréciée par nos compatriotes, a permis aux uns aux autres de s'informer auprès de Madame la ministre sur les actions de son département impliquant les femmes et les filles de la diaspora. Voilà, rupture de jeûne à New York, organisée par la ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Sungalo Solidarité 2024, deux membres du gouvernement étaient à Nyarilan, commune 2 du district de Bamako. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, et celui des Transports et des Infrastructures ont rompu le jeûne en communion avec la population de la commune 2. Écoutons le ministre Mamadou Kassogué au micro de Ibrahim Kaukonate. Nous sommes sur les chantiers de l'opération Sungalo Solidarité 2024, une activité initiée par les autorités de la transition pour partager avec toute la communauté musulmane et chrétienne aussi, donc des moments de communion dans le cadre des carèmes respectifs des deux communautés. Donc aujourd'hui nous sommes au 29e jour du carême. Nous avons pu partager les repas de rupture de jeûne avec la communauté musulmane de la commune 2 du district de Bamako. Et c'était des moments très forts de partage. Et ça symbolise vraiment l'entente, la solidarité qui règne entre les populations. Et comme on le soulignait, la solidarité est une valeur africaine et particulièrement une valeur malienne. Au Mali, il n'y a pas d'exclus. Au Mali, il n'y a pas de personnes de seconde zone. Nous, en tant que membres d'une même famille, nous sommes tous sur la même base d'égalité. Déjà dans les familles, dans les communautés, c'est la même réalité. Et au niveau de l'État, nous ne pouvons que perpétuer ces valeurs que nous avons héritées de nos ancêtres pour faire en sorte que pendant cette période bénie de Dieu, toutes les couches de la société, sans distinction de fortune, d'origine sociale, de rang, que nous puissions ensemble partager ces repas en commun, communier ensemble et prier pour le Mali.
Comme on le dit, on ne doit pas aller à l'autosatisfaction, mais je crois que tout le monde a pu suivre et constater à travers les différents reportages qui ont été faits sur l'ORTM, du début de cette opération jusqu'à ce jour. Il y a eu un grand engouement, une grande mobilisation des populations autour de ces repas de rupture de jeûne. Ce n'est pas tant les repas qui attirent les gens, mais les moments de cohésion, les moments de communion que l'on partage ensemble et qui permettent de recoudre le tissu social. Nous prions Dieu que ces moments que nous avons partagés ensemble de cohésion puissent permettre au Mali de retrouver vraiment sa cohésion, de vivre ensemble entre toutes les communautés. Le ministre des Affaires religieuses et du culte afin de vivre et de non vivre aux musulmans de Bougouni afin de leur permettre de bien passer la fête de Ramadan. Bougouni, Jafar Aïdara et Djibril Bagayoko. Sunkalo Solidarité, partageons ensemble dans la communion, voilà tout le sens de ce don de vivre et de non-vivre offert par le ministère des Affaires religieuses et du culte aux confections religieuses de Bougouni. Ce geste de solidarité a pour vocation maintenir les fidèles musulmans au sein d'une même fédération. Si les autorités de la transition ont pris cette initiative pour venir en aide à la communauté musulmane en ces mois bénis de Ramadan, on ne peut que les remercier. Cette aide offerte par le colonel Assimi Goïta n'est pas une première du genre. Que Dieu lui bénisse. Le don qu'il s'agit est composé de sucre, du lait, des nattes de prière pour les mosquées, des dates et plusieurs exemplaires du Saint-Coran. Aujourd'hui, c'est une réalité pour tous les Maliens que la solidarité qui a été prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, est une réalité. Toujours rester derrière la transition dans le cadre d'une stabilité et une stabilisation de notre pays pour la paix. Cette cérémonie a pris fin par des bénédictions formulées par les fidèles musulmans en faveur de la paix, la cohésion de notre pays. Dans le même registre, opération Ramadan solidaire, les mosquées des régions de Kaï, Kita et Ségou ont constitué la dernière étape de cet élan de solidarité de la BDMSA à l'endroit des fidèles musulmans. Commentaire Boubacar Bablin Touré. Un bœuf, 250 kg de sucre, 200 kg de riz, 2 cartons d'huile et une enveloppe symbolique de 150 000 francs CFA, c'est la nature des dons de la BDMSA au profit de la grande mosquée de Kaï. Nous nous réjouissons de ce geste de la BDMSA. Pour cela, nous leur faisons des bénédictions. Tout comme la grande mosquée de Kaï, celle de Moribougou, de la toute nouvelle région de Kita, n'a pas été oubliée par ce élan de solidarité de la BDMSA. Ce lieu saint de la capitale de l'Arachide a bénéficié des dons de même nature. Tout ce que nous venons de recevoir nous comble tous. Que ces œuvres se perpétuent dans notre islam. Cela renforce la fraternité. Que Dieu facilite tout pour leur ascension. C'est la région de Ségou qui boucle cette série de dons de même nature dans plusieurs capitales régionales du pays où sont implantées les agences de l'institution financière. En ces temps difficiles pour le pays, si vous pensez à nous à travers ces dons, nous ne pouvons que dire merci et que Dieu réserve le meilleur pour la BDMSA. Tour à tour, les bénéficiaires n'ont pas manqué de formuler des bénédictions pour la banque et pour le retour d'une paix durable dans notre pays. Distribution de kits alimentaires aux personnes vulnérables des localités de Loulo-Kunkoto, Sakola, Dabara et Djidjan par le complexe minier Loulo-Kunkoto, compte rendu Kabadjara. Cet acte de générosité du complexe minier Loulo-Kunkoto à chaque mois de Ramadan envers les personnes les plus vulnérables des communes rurales de Loulo, Baboto, Sakola, Babara et Djidjan a pour objectif d'atténuer leurs charges ménagères en ce mois béni de Ramadan. Le don est composé de riz, sucre, pâtes alimentaires, d'huile et de lait. À chaque fois, quand même, l'occasion se présente par rapport au geste de solidarité. Le partenaire se manifeste pour faire un geste à l'endroit des villages impactés ou en tout cas qui abritent la société minière du complexe Loulo-Kunkoto. La présente distribution de vivres arrive dans un contexte socio-économique difficile. Donc elle est conçue et mise en œuvre comme une intervention ponctuelle pour aider nos communautés à surmonter les périodes difficiles. Grâce à cette distribution,
Près de 170 nouveaux ménages, nous espérons, trouveront le sourire en famille. Les autorités administratives se réjouissent de cette initiative du complexe minier Loulougungoto. Nous sommes très ravis de ce geste symbolique et humanitaire, et nous ne pouvons que remercier le complexe Loulougungoto. Rappelons que ce nombre vient s'ajouter à un premier lot de 75 bénéficiaires, soit un total de 245 bénéficiaires pour un coût de 16 425 000 francs CFA. L'association Sourire d'un orphelin et ses partenaires ont donné des habits et autres cadeaux à plus de 500 orphelins à Bamako pour un coût de plus de 2 millions de francs CFA. Reportage à Kassim Diallo et Abdul Salam Bambara. C'est une opération humanitaire de la part de l'association Sourire d'un orphelin en faveur des orphelins de Bamako. Ce sont plus de 500 enfants qui fêteront dans la joie. L'objectif est de permettre à ces orphelins de fêter comme les autres enfants. Nous sommes contents de recevoir des habits pour la fête. Nous remercions les donateurs. Il a des habits de fête pour les enfants orphelins, les enfants qui sont sans soutien. Donc l'association s'est donnée comme mission chaque fête, c'est-à-dire les deux fêtes de la religion musulmane, la fête de Ramadan et la fête de Tabaski, d'offrir des habits de fête à ces enfants pour leur apporter le sourire en fait. À cette 4e édition, Fatoumata Sanogo, mère de 7 enfants qui habitent à Sabali Bougoukourani, témoigne les bienfaits de l'organisation humanitaire. Ça permet vraiment à mes enfants de fêter comme les autres enfants. Parce que d'habitude, c'est leur papa qui achète les habits de fête pour eux. Malheureusement, comme lui, il n'est plus. Donc, je suis seule avec les enfants, mais l'association m'aide vraiment. Cette initiative de l'association Sourire d'un orphelin de distribuer des habits et des cadeaux aux enfants démunis pourra inspirer d'autres associations, ONG ou personnes de bonne volonté. Préparatifs de la fête de Ramadan. Depuis un certain temps, les ateliers de couture sont débordés. Chaque couturier s'active à respecter les rendez-vous fixés. Pour cette fête, la tendance est la broderie pour ce qui concerne le gros du travail. Il s'effectue généralement pendant la nuit. Atmosphère de quelques ateliers de couture de la capitale. C'est dans ce grand format de Tchemogo Konati. Certains s'activant à la couture simple, d'autres à la broderie, tout cela pour un objectif commun. Le respect des rendez-vous fixés. Une véritable course contre la montre dans cet atelier de couture de la place ici à Wolofabogo en commune 3 du district de Bamako. Ils sont au total 12 jeunes en plus du promoteur à travailler jusqu'à des heures tardives de la nuit depuis le début du mois de Ramadan. Les préparatifs de la fête obligent. Nous faisons des coutures pour hommes et pour femmes, notamment avec des machines connectées à l'ordinateur. Généralement, à l'occasion des fêtes, nous connaissons une augmentation du nombre de clients. Le gros du travail se fait pendant la nuit. Cela prouve qu'on n'est pas débordé par les clients. Découverte d'un autre atelier de couture, cette fois-ci à Bako-Djikoroni ACI en commune 5. À la différence du premier atelier, celui-ci évolue en plus de la couture dans la vente des vêtements connus sous l'appellation prêt-à-porter. Et c'est un personnel jeune qui a commis à la tâche. Chacun a ses tâches. Donc moi principalement je suis chargé de la gérance et puis je conduis les ordinateurs. La patronne est là pour le programme. Donc les autres tailleurs aussi sont là pour les différentes tâches. Nouvelle tendance oblige, la broderie s'effectue avec des machines connectées à l'ordinateur. L'ensemble du système étant alimenté par l'énergie solaire. Autre lieu, autre réalité. Noha Gassama, styliste de son état à l'hippodrome, s'est exclusivement orienté vers la couture des vêtements pour hommes. Dans ce sens, il a élargi son champ d'action à la vente des tissus importés. Il n'y a pas une heure fixe d'ouverture de la boutique ici. Parce que nous, on travaille sur 2 volets. Il y a la boutique et puis il y a les ateliers de couture. Bon. De base, les ateliers de couture, eux, ils travaillent H24. Au lieu que le client se déplace pour aller acheter des tissus et venir donner au tailleur pour coudre, nous, on essaie de faire le tout ensemble. J'ai fini à peu près, ça fait 2 semaines maintenant. Je leur ai donné mon habit à coudre depuis environ 2 semaines pour un rendez-vous fixé à 3 semaines. C'est ici que j'achète mes tissus à coudre pour que je puisse avoir cette faction. C'est un tissu sans à dollar, à tekanyer ça quoi. Nana fini do duma
En même temps, je leur ai donné mon habit à coudre. Je leur ai aussi apporté des clients. Dieu merci, j'ai eu mon habit à temps. L'électricité n'étant pas abondante, Traoré Ramatoulaye Diakité à Bamako a préféré ranger sa machine pour développer une nouvelle stratégie, la vente des vêtements prêts à porter. Maintenant, j'envoie mes tissus à Dakar, on le fait, on m'envoie. Ça me coûte plus cher, mais c'est ça tout ce que je peux faire. Parce qu'actuellement, je ne peux pas travailler ici. On peut venir du matin au soir. Regarde, je suis là depuis 9h. Souvent, ça vient après 19h. Ça trouve que tout le monde est parti. Tu ne peux pas faire même 2 boubous. Donc, j'ai complètement arrêté. Si les réalités diffèrent d'un atelier à un autre, il existe tout de même des similarités. Allusion à titre d'exemple à l'impact de la ferveur de la fête des Ramadans sur le climat des affaires. Ce qui engendre un certain débordement chez les couturiers qui, depuis 3 semaines voire plus, déclinent les nouvelles demandes. Voyons du côté des salons de coiffure. Après la pause pendant le mois de Ramadan, les salons de coiffure ont repris service pour la fête, mais timidement à cause de manque de clients, selon les promotrices. Reportage Soumaou Haïdara. Maïga, esthéticienne, ouvre son espace dédié aux femmes avec une touche de couleur. Le mois de Ramadan a été un moment opportun pour elle de changer quelques meubles et offrir un meilleur cadre pour les clientes de la fête. Pendant le mois de Ramadan, c'est l'occasion pour nous les promotrices de salon de pouvoir faire les rénovations. Comme je vous dis, c'est fermé déjà, donc du coup, on a le temps de pouvoir faire les rénovations. La reprise est effective pour toutes celles qui avaient mis les clés sous le paillasson, à l'occurrence d'Afadit Fifi, promotrice également d'un salon de coiffure. Parmi ses clientes du jour, Teneba Diallo, venue pour une coupe de cheveux, et Djanaba Diakité, quant à elle, pour se défriser les cheveux. Je suis juste venue pour me tresser à l'occasion de la fête. J'avais au préalable décidé de faire une natte, mais bon, vu que ce n'était pas possible, vu qu'il y avait trop de monde, donc j'ai changé pour faire des gros grains. Je suis venue pour un défrisage des cheveux et cela fait 2500 francs CFA. Car j'ai apporté mon défrisson, sinon j'allais payer 5000 francs CFA. Malgré la reprise des activités dans les salons de coiffure, les clientes viennent à compte-gouttes comparativement à l'année dernière. Les clientes viennent une à une, pas tellement. D'habitude, pendant à quelques jours de la fête comme ça, on peut aller jusqu'à 400 000, 300 000 par jour. Mais là maintenant, on n'a même pas 50 000 à 100 000 par jour pour le moment. Il n'y a pas assez de mouvement. Donc il n'y a pas assez de revenus ce mois-ci. Mais bien sûr, il y a des fêtes où tu peux te faire des 200, des 300, voilà. Donc ça dépend, ça varie du moment. En marge des préparatifs de la fête de Ramadan, Aïssatou Koulibaly, spécialisée dans le maquillage, propose ses services aux jeunes couples dont les mariages ont été célébrés le jour de la nuit du destin. Nous avons rencontré 2 de ses clientes. Je suis venue me tresser et puis le maquillage. Aujourd'hui, c'est mon mariage religieux. Je suis là pour me maquiller à l'occasion du mariage religieux de ma grande sœur. Après seulement une semaine d'arrêt due à cette période de Ramadan, Aïssatou Koulibaly a quand même assuré quelques prestations à domicile. Le premier déplacement, c'était un baptême. Après, il y a une vieille dame qui m'a appelée parce qu'elle avait une cérémonie à son bureau. Pendant les mois de Ramadan, et j'ai l'habitude aussi de former les élèves. On a eu à former 40 élèves. Comparé aux autres mois, c'est vrai qu'il y a eu une diminution. Malgré les défis rencontrés et les périodes de pause, les promotrices des salons de beauté restent déterminées à offrir des services de qualité pour leur clientèle. Sécurité routière à présent. Pour la fête de Ramadan, la NASER, l'Agence nationale de la sécurité routière, a initié son traditionnel contrôle routier. Le directeur général de la structure et ses hommes, appuyés par la police et la gendarmerie, étaient hier sur la route nationale numéro 27, reliant Bamako à Koulikoro. Il s'agissait de sensibiliser les usagers au respect du code de la route. Tchemogo Konate. Veille de fête, un moment de mobilité par excellence au Mali, augmentant les risques d'accidents de la route. Pour atténuer le nombre d'accidents, le respect du code de la route s'avère une nécessité. Voilà qui justifie cette opération de contrôle de routine initiée par l'ANASER, l'Agence nationale de la sécurité routière. Pour la circonstance, c'est la route nationale numéro 27 qui a été choisie. Il y a une semaine, nous avons procédé donc à la validation
des statistiques d'accidents de la circulation routière de l'année 2023, où il est établi clairement qu'aujourd'hui, la principale cause des accidents mortels, c'est la pratique de l'excès de vitesse. Concomitamment donc à ces contrôles-là, nous faisons de la sensibilisation pour que les usagers puissent aussi nous aider à passer le message de prudence au niveau des conducteurs. Les infractions ciblées sont multiples et variées. On retient notamment l'excès de vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité, le surnombre de passagers, la conduite sous l'emprise d'un excitant et le téléphone au volant. Pour mener à bien cette opération, la police et la gendarmerie ont été mises à contribution. Une infraction constatée, donc le gendarme est là, l'amende forfaitaire est là, donc on les verbalise. Nous avons pris 5 carrefours, nous avons mis sur chaque carrefour 2 motards. Ils ont comme rôle principal de débloquer là où il y a l'embouteillage. Évitons les excès de vitesse. L'opération est différemment appréciée par les usagers. Vraiment, le maire est tombé en infraction ce matin de bonne heure. Sinon, c'était normal. Quand on circule, quand même, on doit porter la ceinture. On m'a rappelé le règlement. Et je sais que c'est infraction. Mais c'est une oubli de ma part. Et je sais que pourquoi on m'a arrêté aussi, c'est pour ma propre sécurité. Quand le gars il m'a arrêté, je pensais que c'était pour contrôle des véhicules. Je ne savais pas que c'était pour non-port de ceinture. À quoi servira donc cette opération de contrôle routier? Une chose reste certaine, la sanction d'une infraction sert toujours de leçon pour son auteur. Voilà, nous vous signalons que la Lune n'a pas encore été aperçue, mais la commission d'observation de Lune siège. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau. Plaise à Dieu. Bonne fin de soirée à tous.